Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Face à face tendu et échange de tirs entre des forces armées ukrainiennes et des pro-russes dans l'est du pays. La tension monte encore d'un cran. Le Premier ministre russe Medvedev estime ce soir que l'Ukraine est au bord de la guerre civile. Les faits dans ce journal. Jean-Christophe Cambadélis investi à la tête du Parti socialiste à une assez large majorité. Le premier secrétaire veut rénover en profondeur le parti après la déroute des municipales. Et puis autre visage, le nouveau président du groupe socialiste, cette fois-ci au Sénat, est Didier Guillaume. Alors à quoi va ressembler le PS, nouvelle version? Et plus généralement, les partis politiques ont-ils encore les moyens et les idées surtout d'influencer la politique menée? C'est le grand débat du mardi soir. La polémique est relancée. Le président du MEDEF plaide pour des salaires en dessous du SMIC. Une sortie qui tombe quelques jours après les déclarations du socialiste et ex-directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy. Les syndicats sont vent debout. Analyse à suivre de Jean-Louis Gombaud. Enfin, c'est une note de quelques lignes qui fait beaucoup de vagues. Cette directive d'un commissariat appelle à localiser et, je cite, à évincer les familles roms du 6e arrondissement de Paris. Après de multiples protestations, le ministère de l'Intérieur a fait rectifier cette note interne. Les détails dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Après le remaniement du gouvernement, celui de l'équipe à l'Élysée, voici celui du PS. Jean-Christophe Cambadélis a donc pris les rênes du parti. Après la déroute des municipales, il promet un PS rénové. Retour sur sa désignation ce soir avec Fabrice Cunet. C'est devant une nuée de caméras que Jean-Christophe Cambadélis découvre son nouveau rôle. Quelques heures plus tard, il sera largement élu à la tête du PS, réuni en Conseil national. Mais déjà, celui qu'il faut désormais appeler premier secrétaire soigne son discours. Ce que je vais dire aux socialistes, c'est qu'il faut se bouger. Les Français nous ont dit qu'il faut s'occuper de nous. Et les militants socialistes nous disent qu'il faut nous écouter. Écoutez les militants, écoutez surtout les voix discordantes au sein du PS. L'aile gauche critique cette nomination dans l'urgence et appelle à un vote de la base. Une idée qui divise. Je ne crois pas que dans l'urgence, aujourd'hui, la mise en scène d'un congrès socialiste, d'un débat de famille entre socialistes, soit ce qu'attendent les Français de nous. Et je pense que la consultation des militants socialistes ne doit pas être trop longtemps différée. C'est ce que nous allons dire à Jean-Christophe Cambadélis ce soir. Jean-Christophe Cambadélis a tout à reconstruire. Le PS est encore groggy de la défaite municipale. Alors le patron des députés lui donne du temps. Et il sait très bien que ce n'est pas le moment, que nous sommes dans une urgence qui est tout autre que celle que nous connaissons aujourd'hui, mais il aura à cœur, le premier d'entre nous, d'aller rencontrer les militants, d'aller vers eux, et puis surtout de leur demander, dès que ce sera possible, bien entendu, de se prononcer. Harlem Désir, lui, a quitté ses fonctions comme il a mené le parti, discrètement, pour ses détracteurs. Son successeur veut faire bouger les lignes et rassembler la gauche. Le chantier est immense. Et je vous propose d'écouter un extrait du discours du nouveau premier secrétaire du PS. C'était il y a quelques minutes au siège du parti à Paris. Les Français nous ont dit « occupez-vous de nous ». Les militants nous ont dit « occupez-vous de nous ». Eh bien, ce sera ma feuille de route. C'est le type de PS que je veux construire. Un parti socialiste rassemblé, combatif, inventif, parfois insolent, mais qui soit en capacité d'aider le gouvernement et le président de la République à réussir. C'est cela que j'ai résumé sous la formule d'une confiance exigeante. Voilà, et les changements se poursuivent au Parti socialiste avec le nouveau président du groupe au Sénat. Cette fois-ci, il s'agit de Didier Guillaume, opposé au député de la Nièvre Gaëtan Gors. Il a recueilli 84 voix contre 23 pour son adversaire. Il succède donc à François Rebsamen, entré au gouvernement comme ministre du Travail. Retour sur cette journée d'élection avec Camilla Campuzano.
Un pas confiant, Bonjour. déterminé, Didier Guillaume le sait. Il est le favori ce matin face à Gaëtan Gors. Le vote est à huis clos, presque une formalité dans une ambiance plutôt légère. Excellente, très bonne, sereine. Il a eu 84 voix, 23 pour Gaëtan Gors, qui a remercié, qui a félicité. Non, très bon enfant. Les sénateurs sortent au compte-gouttes, contents, mais pas vraiment surpris. Il y avait un petit suspense Enfin. Je crois qu'il n'y avait pas vraiment de suspense. Pas de confrontation non plus avant le vote. Les candidats ont juste envoyé une profession de foi la semaine dernière. Curieusement, il n'y a pas eu de débat avant le vote, c'était curieux. Donc on a fait un progrès puisqu'on vote, ça c'était déjà un grand progrès, parce qu'à 3 ans on n'a pas eu la chance de le faire. Là, on a le vote sans le débat, mais je suis persuadé que la prochaine fois on aura le vote et le débat. Et là, forcément, le changement l'emportera, parce qu'on aura fait le tour complet. Déception d'un côté et forcément satisfaction de l'autre. Je suis très heureux, je remercie les collègues du groupe socialiste qui m'ont fait confiance et au boulot maintenant. Vous avez fêté ça maintenant? Non, au travail. Didier Guillaume a 6 mois pour faire ses preuves, 6 mois avant les prochaines élections sénatoriales. Voilà, 6 mois justement, le nouveau président du groupe PS à la Haute Assemblée, Didier Guillaume, aura la tâche délicate de mener les troupes socialistes au sénatorial de septembre prochain. Spécialiste des questions agricoles, il connaît bien les arcanes du Sénat où il a été élu en 2008 et dont il était premier vice-président depuis 2011. C'est aussi un proche du président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Son portrait est signé ce soir, Paul Bouffard. On le dit fidèle de François Hollande. À 54 ans, Didier Guillaume connaît la maison sénatoriale depuis 2008. En vice-président, il fait l'unanimité et rassemble. Didier Guillaume, sa spécialité, c'est le monde agricole. Entre 1998 et 2002, il est même conseiller de Jean Glavany. Président du Conseil général de la Drôme, il le dit, son département est le premier département bio de France. D'ailleurs, son nom circule un temps au gouvernement. Les rumeurs font de lui le ministre de l'Agriculture. C'est d'abord un homme de territoire, il n'est que de le voir au Salon de l'Agriculture quand il accueille sur le stand de son département, il aime son territoire. C'est un sénateur de qualité, il a été un vice-président de qualité. Didier Guillaume, sa carrière est d'abord locale. 9 années à la tête de sa ville natale, Bourg-de-Péage. Complice du président du Sénat, selon Jean-Pierre Bel, Didier Guillaume est avant tout un enfant de la République. Didier Guillaume est un homme politique moderne, dans le sens où il maîtrise parfaitement bien un certain nombre d'évolutions dans ce monde, dans cette société qui bouge. Et en même temps, il s'inscrit dans l'histoire de ce que sont les socialistes, d'une part, et de ce que sont les élus de terrain. C'est un élu de terrain, c'est un élu combatif, c'est un élu qui ne baisse jamais la garde. Combatif, Didier Guillaume, comme sur les terrains de rugby qu'il apprécie. Très jeune, il rejoint le Parti socialiste et met en avant son côté social-démocrate, comme un certain Manuel Valls. Dans l'actualité aujourd'hui, lors d'un hommage national aux Invalides, le président de la République a salué la mémoire de l'homme libre, Dominique Baudis, premier défenseur des droits et ancien maire centriste de Toulouse, décédé jeudi dernier. On écoute le chef de l'État. S'il est un mot qui donne le sens de ce que fut la vie de Dominique Baudis, ce mot, c'est la liberté. Et c'est toujours en homme libre qu'il décida un jour de mettre un terme à sa vie politique. En 2001, il est nommé par Jacques Chirac président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette nomination fut commentée, contestée. Et pourtant, il se montra d'une impartialité et d'une grande indépendance. Autre information ce soir avec la polémique qui est relancée. Le président du MEDEF plaide pour des salaires en dessous du SMIC. Une sortie qui tombe quelques jours seulement après les déclarations du socialiste et ex-directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy. Alors les syndicats sont vent debout. Pierre Gattaz assure lui vouloir faciliter l'accès au marché du travail des plus jeunes. On l'écoute. Une idée serait de créer en effet un SMIC intermédiaire qui permettrait, sur une période déterminée, transitoire, temporaire, de pouvoir franchir cette marche d'escalier par un échelon intermédiaire, temporaire, et qui permettrait à des personnes en difficulté ou à des jeunes de monter d'un cran et surtout d'arrêter d'être au chômage et de rentrer dans l'entreprise. Et justement, sur ce sujet, l'analyse à suivre de notre chroniqueur économique Jean-Luc Gombaud.
Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors la machine à polémique est repartie de plus belle avec cette proposition du patron du MEDEF, mais que veut exactement Pierre Gattaz? Il veut s'engouffrer dans une brèche il y a un double débat actuellement. Il y a un débat sur le coût du travail et il y a aussi un débat sur l'ampleur du chômage des jeunes. Sur le coût du travail, qu'est-ce qu'a fait récemment le gouvernement? Il a fait baisser le coût du travail avec son système de zéro charge au niveau du SMIC. On ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus que zéro charge au niveau du SMIC. Alors donc, à ce moment-là, M. Gattaz pose le problème. Ça ne suffit pas. Donc, effectivement, il faut regarder du côté du SMIC lui-même, et en particulier, parce qu'il y a un aspect un peu tabou sur le SMIC, pourquoi pas s'attaquer ou construire ce que l'on pourrait appeler un SMIC jeune. Et c'est évidemment cela qu'il reprend. Et il n'est pas sûr du tout que dans l'ambiance actuelle, où il y a un débat très fort sur le coût du travail, et vu l'ampleur du chômage des jeunes, le tollé qu'avait suscité cette idée en 1993 avec le CIP de M. Balladur ou en 2005 avec le CPE de M. de Villepin, il n'est pas sûr que ça se reproduit si jamais cette histoire revenait sur la table. D'autant plus que déjà ça existe dans d'autres pays. Par exemple, aux Pays-Bas, vous avez un SMIC jeune. En Angleterre, vous avez également un SMIC jeune. Cela dit, il existe déjà un petit peu en France aussi, parce que tous les jeunes qui sont sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, ça fait à peu près 500 000 jeunes, c'est-à-dire à peu près 10% des jeunes qui sont actuellement au travail, ils sont tous payés en dessous du SMIC. Mais il reste quand même ce problème que quand vous êtes jeune, vous avez un travail normal, pas d'apprenti et pas de professionnalisation, et bien vous êtes payé au SMIC. Et M. Gattaz trouve que c'est un peu trop élevé. Oui, trop élevé pour lui, mais Jean-Luc Gombault, tollé général chez les syndicats, puis au sein du gouvernement aussi. Est-ce que cette proposition polémique peut aboutir? Alors, je pense que ça va alimenter le débat politique d'ici à la présidentielle, bien entendu, mais est-ce que ça peut aboutir? Le problème, c'est qu'on est devant une histoire de principe et des problèmes économiques. Le principe, un tiers des jeunes, aujourd'hui, travaillent au SMIC. Est-ce que vous allez dire à ces jeunes, bah écoute, t'es payé au SMIC, mais comme t'es jeune, on va te payer en dessous du SMIC, alors que déjà, il travaille au SMIC. Ensuite, l'argument sur le travail, le chômage des jeunes, 2 millions de jeunes qui ne sont ni en études, ni au travail, ni à Pôle emploi, et effectivement, il y a un véritable problème d'insertion dans le marché du travail. Mais vous avez aussi un fort chômage des femmes. Est-ce qu'on va faire un SMIC femmes pour que les femmes puissent plus facilement trouver du travail comme on le propose pour les jeunes? Mais d'un autre côté, il y a un tellement gros problème de chômage des jeunes que cette idée commence à pénétrer dans les consciences. Donc, pour l'instant, on est au niveau du débat et il promet d'être ardu. On aura donc l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Jean-Luc Gombault pour votre analyse. La suite est du 22h et dans un instant, le grand débat du mardi soir avec cette question. À quoi servent encore les partis politiques? Ont-ils les moyens et surtout les idées pour influencer la politique nationale? Jean-Christophe Cambadélis, fraîchement désigné premier secrétaire du PS, fait face à d'immenses chantiers pour faire justement entendre la voix du parti dans le débat public. On en parle avec de nombreux invités ce soir. C'est juste après le tour de l'info. Il est préparé par Agathe Pécastin. Notre facture d'électricité ne devrait pas augmenter, du moins pas tout de suite. C'est ce qu'affirme ce matin la ministre de l'écologie Ségolène Royal, en dépit de la décision du Conseil d'État. Le gouvernement devait effectuer une hausse rétroactive des tarifs d'EDF. Une solution pour qu'il n'y ait pas d'augmentation. Une solution de bon sens, concrète, conforme aux textes et aux règles, pour qu'il n'y ait pas d'augmentation sur cette période entre aujourd'hui et le mois d'août. Et le mois d'août. Les célèbres cigarettes gauloises ne seront bientôt plus produites en France. Le cigarettier Ceita a annoncé la fermeture de son usine de Nantes. Pour les plus de 300 salariés concernés, un seul sentiment, la colère. Des syndicats se sont invités dans les locaux du siège de la Maison Mère à Paris pour exprimer leur mécontentement. Nous avons un écœurement immense. C'est notre produit phare gauloise qui aujourd'hui va être fabriqué à l'étranger, puisqu'en même temps on nous apprend la création de 130 postes en Pologne. La note interne d'un commissariat parisien indiquant d'évincer les familles roms du 6e arrondissement a été rectifiée. Une formule maladroite qui n'est pas du goût de la loi. En effet, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve réaffirme qu'aucun contrôle ne peut être effectué en ciblant une personne en fonction d'une nationalité. Le micro-parti de Marine Le Pen dans le viseur de la justice. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire contre X pour escroquerie en bande organisée,
faux et usage de faux. Ce cercle politique est soupçonné d'avoir accordé des prêts aux candidats frontistes lors des cantonales de 2011 et aux législatives de 2012. Le trésorier du Front National déclare ne pas être inquiet. L'Ukraine au bord de la guerre civile, c'est ce qu'affirme le Premier ministre russe. Alors que les villes de l'Est se soulèvent contre le pouvoir de Kiev, les autorités ukrainiennes déploient leurs forces armées. Selon les déclarations de certains journalistes sur place, un commandant de l'opération aurait affirmé vouloir liquider ceux qui ne déposeraient pas les armes. L'ONU en appelle au calme. Les pourparlers de Genève prévus ce jeudi semblent compromis. Et le dessin du jour est signé Pac-Man pour Bakchiche. Le dessinateur s'amuse du remaniement au Parti socialiste. Pendant longtemps, c'est un fait, les partis politiques ont constitué des lieux de réflexion, d'échange et d'élaboration aussi de programmes pour leurs candidats. À gauche comme à droite, les différents partis ont fourni la matière et les idées pour animer le débat public. Mais aujourd'hui, ces institutions politiques semblent de plus en plus inaudibles et souvent court-circuitées par d'autres structures. Qu'en est-il? Où sont les idées aujourd'hui? On en parle avec nos invités ce soir que je vous présente avec plaisir. Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir. Bonsoir Sonia. Bienvenue, vous êtes directeur et fondateur de MCBG Conseil. Avec nous également François Calfon, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national du Parti socialiste en charge des études d'opinion. Nous accompagne ce soir notre journaliste Perrine Tarnot. Bonsoir Perrine. Bonsoir Sonia. Et Henri Sterdignac, bonsoir. Bienvenue, vous êtes économiste, directeur du département économie de la mondialisation à l'OFCE. Alors, messieurs, madame, avant de parler plus largement du rôle des partis politiques dans l'élaboration des idées, parlons, c'est l'actualité du Parti socialiste, avec ce soir son nouveau premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis qui a obtenu ce soir plus de 67% des voix du Conseil national. François Calfon, il est décrit, Jean-Christophe Cambadélis, comme tacticien, habile manœuvrier. Ça va lui servir, oui, à la tête du PS. Mais tacticien, habile manœuvrier, c'est sans doute parce qu'il a un passé trotskiste qu'on dit ça, mais il faut se souvenir qu'il a été le mécano de la gauche plurielle en son temps, et que finalement, dans les crus de la gauche au pouvoir, c'était pas un si mauvais cru que ça. La deuxième chose, c'est que bien évidemment, on a des échéances compliquées devant nous, hein, les échéances européennes dans moins d'un mois, dans un an, les régionales et cantonales, et puis l'échéance tout simplement de faire le pacte de responsabilité dans la cohésion sociale. Donc pour ça, il fallait bien une direction de combat, j'oserais ce néologisme, une direction de combat, et cette direction de combat, je pense, est prête pour relever le défi. Il y avait une forte colère qui s'exprime au moment des municipales. Le président de la République a décidé de changer la charnière centrale, un Premier ministre de combat pour le coup, une direction resserrée avec Manuel Valls. On aura compris pour vous le combat. Et idem pour et justement, le parti. Vous parlez de ce triangle de la gauche au pouvoir, Matignon, Élysée, Ruth Solferino qui a été remanié. Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que le quinquennat peut enfin commencer alors ? Le problème, c'est qu'il a déjà commencé. Pour les Français, en tout cas, ils voient une séquence en continu. Hein, ils voient pas tous ces changements. Le changement de gouvernement, je pense qu'ils ne le perçoivent pas. Les sondages d'opinion disent d'ailleurs que pour eux, il n'y a pas eu de changement. Ils accordent leur confiance à Manuel Valls. C'est un tutu personné. C'est la personne de Manuel Valls qui inspire confiance. C'est pas Hollande qui baisse encore dans les sondages. Je crois qu'il est à 13%, ce qui est vraiment très très peu. Et on a un gouvernement qui est de fait non pas discrédité, mais qui n'est pas crédité, ce qui est pareil, puisqu'il n'est pas nouveau. C'est le même et on continue. Pour les Français, c'est une nomination qu'il y a eu ce soir de Cambadélis. Hein, c'est pas une vraie élection. C'est aussi vrai pour la gauche du PS certainement, mais c'est vrai aussi de l'extérieur pour les Français, parce qu'on s'attendait à ce que ce soit lui. Ça a été annoncé, un score de 67%, c'est pas vraiment un score disputé, on va dire. Une assez large majorité. Donc je pense que pour l'instant, ça ne va pas changer grand-chose. Il faut juger Cambadélis sur ses actes. On va voir s'il arrive à faire du Parti socialiste autre chose qu'une chambre d'enregistrement des décisions du gouvernement. Alors ces actes sont des défis et chantiers qui sont immenses. D'abord, le premier d'entre eux, vous l'avez rappelé, c'est de survivre aux élections européennes et puis de mener le vaste chantier de rénovation du parti. Il y a eu une autre élection, Perrine Tarnot, aujourd'hui au Sénat, aussi au groupe socialiste du Sénat. Il y a eu du changement chez les socialistes également. Oui, c'est Didier Guillaume, qui était déjà vice-président du Sénat, qui a remplacé François Rebsamen, qui est rentré au gouvernement. Là, je ne sais pas si ça va changer grand-chose dans l'équilibre des pouvoirs au Sénat. Alors c'est vrai que Didier Guillaume a repris encore cet élément de langage. Ça va être un Sénat de combat. On ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Un Sénat de combat, gouvernement de combat, force de combat, parti socialiste de combat. Et si les résultats ne sont pas là, ça va se retourner un peu contre nous. Ça va être des européennes de combat aussi, ça c'est sûr en revanche. Oui, mais c'est sûr. C'est pas simplement... Les éléments de langage sont parfois pas vides de sens. Quand on voit les enjeux, les défis qui sont devant nous, les difficultés même, on peut parler de combat. On peut aussi, dans l'adversité, considérer que la question du redressement, elle est tout à fait centrale. Mais
ce que je voulais dire pour faire le lien avec le débat qui va suivre, c'est que Jean-Christophe Cambadélis a dit aussi quelque chose qui est très important, c'est que je ne serai pas un premier secrétaire béni oui. Mais comment être utile sans être, j'allais dire, la brigade des applaudissements permanents, parce que c'était le cas. C'est ce dont on va parler, c'est-à-dire qu'un parti politique, il doit être bien sûr en service après-vente des réformes, il doit être en avance de phase sur ce qui peut. Alors par exemple, Jean-Christophe Cambadélis a parlé des États généraux du PS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme dans le parti travailliste, ce qui se passe en Grande-Bretagne, on va discuter de l'orientation politique parce que ça change. En 5 ans, c'est à la fois court et long. On a vu que ça a changé, sans forcément avoir un impact sur la direction, puisque les congrès socialistes sont faussés par le fait qu'à chaque fois qu'on parle de l'orientation politique, derrière il y a des places. Bien dissocier ça, c'est quand même quelque chose d'important. François Calfon parle d'orientation politique et donc économique. Le débat important, c'est aussi celui de la politique économique avec la déclinaison du pacte de responsabilité sur ce sujet majeur. Je crois que Jean-Christophe Cambadélis n'a aucune différence avec le couple exécutif Hollande-Valls, mais c'est bien cela le débat majeur. Est-ce que le PS pourrait peser sur ce sujet? Disons que c'est un peu tard, hein. Les décisions ont été prises. Le problème, et ça c'est un peu étonnant pour les citoyens qui ont voté, c'est qu'ils ont voté sur un certain programme, sur une certaine orientation, et puis en cours de route, le programme semble changer complètement, il y a des bouleversements profonds, il y a du pragmatisme si vous voulez. C'est justement le mot intéressant. Il y a du pragmatisme. Ça veut dire que toute la réflexion qui a pu être menée au Parti socialiste avant les élections disparaît un peu. Et donc, c'est un peu un sentiment d'impuissance qu'ont à la fois les militants et les citoyens, disant on a voté pour une certaine politique et finalement la politique qui l'emporte, c'est la politique de l'Union européenne, c'est la politique de la technocratie de Bercy. À quoi bon? Et c'est le même problème. Quelle différence entre le pacte de responsabilité et la TVA sociale de Sarkozy? Bon, le pacte de responsabilité, c'est un peu plus, l'un des défis aussi du Parti socialiste. Non, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question des marges de manœuvre du parti majoritaire vis-à-vis de l'exécutif en termes de force de proposition. C'est jamais facile d'exister quand on est le parti majoritaire. C'est très difficile. Et vous me posez la question sur le groupe socialiste du Sénat tout à l'heure, Didier Guillaume, qui dit qu'il va être un partenaire exigeant du gouvernement. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On voit mal le groupe socialiste du Sénat comme de l'Assemblée nationale voter contre les textes du gouvernement. Il y a un enjeu caché qui est un enjeu de pouvoir entre Valls qui va essayer de prendre le contrôle du parti, et ce qu'il essaie déjà de faire d'ailleurs. Je pense qu'il ne faut pas résumer. Et le reste de la gauche qui va essayer de contrer cette progression de Valls. Ça, c'est une réalité quand même. Il y a des guerres de pouvoir derrière tout ça. Il y a bien sûr la dimension institutionnelle, mais ne bypassez pas si simplement la question de l'orientation. Il y a eu un appel de 100 parlementaires sur la question de la déclaration de politique générale. Dans les 100 parlementaires, que je soutiens, puisque les parlementaires de la gauche populaire y étaient, il y a bien la question des contreparties au pacte de responsabilité. Ce pacte va passer sous la forme du pacte de stabilité, sur lequel les parlementaires auront à se prononcer. Je peux vous dire que ce ne sera pas une promenade de santé. Et donc le rôle du parti dans ce cas-là, et le rôle du premier secrétaire, c'est pas simplement de vendre les réformes, c'est pas simplement finalement de faire des éléments de langage, comme on dit, mais il va y avoir des vrais éléments de négociation avec le groupe socialiste. Par exemple, il y a eu aujourd'hui même sur le vote de la rapporteuse générale du budget, Valérie Rabault, un débat, puisqu'il y avait un autre parlementaire qui se prononçait sur une ligne beaucoup plus... Sur quel point ? Valérie Rabault était plus critique. L'autre parlementaire qui se présentait était lui beaucoup plus orthodoxe. C'est Valérie Rabault contre l'avis du gouvernement qui a été élu. L'autre a retiré sa candidature. Donc vous voyez, il y a des choses qui se jouent. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a l'opinion qui s'exprime. Est-ce que c'est ça qui va permettre de réanimer ce parti qui tourne au ralenti ou en rond depuis 2 ans et qui est sous perfusion encore? Non, mais les deux partis sont en crise. Il y a le Parti socialiste est en crise, l'UMP est en crise. En réalité, les partis dans leur forme actuelle sont en crise. Et en fait, si on regarde bien, dans leur forme actuelle, ils n'ont plus vocation à exister parce qu'ils sont dépassés par des processus depuis par les primaires. Il faut prendre un petit peu de recul parce que vous avez 3 millions de primaires si jamais Hollande est dominant. Mais qui a organisé les primaires? Hollande, mais les Français attendent des primaires. C'est le Parti socialiste. Mais est-ce que c'est sa fonction première d'organiser les primaires? Ça prouve que le parti en lui-même, en ce qui concerne la vie des idées, il y a des primaires. En ce qui concerne la vie des idées, parce que moi je me suis engagé relativement jeune, j'étais auprès de Jean-Pierre Chevènement à l'époque. Il y avait un courant rancardien très fort qui avait son école de pensée. Il y avait un courant chevènementien
indépendantistes qui s'appelait le CRS, qui existait même en tant que tel. Oui, mais c'est une autre époque. D'accord, mais cette époque-là. Aujourd'hui, il y a des think tanks. Laissez-moi juste terminer ma phrase, Allez, comme ça fera. Aujourd'hui, les think tanks, c'est les chevènementiers, c'est républicain. Je termine ma phrase, comme ça vous pourrez alimenter. Il n'y a jamais eu de pensée organisée au sein du Parti socialiste. C'était les courants qui faisaient vivre la pensée. Aujourd'hui, on appelle ça d'un terme anglais think tank, mais c'est un peu la même chose en réalité. Sauf que c'est à l'extérieur du parti. Mais c'est déjà à l'extérieur. Les partis sont quand même indispensables pour faire vivre la démocratie. Et par ailleurs, il est normal qu'à l'extérieur des partis ou à l'intérieur, il y a des think tanks, il y a des experts, il y a des associations, il y a des groupes qui vont porter des idées. Et le rôle des partis, c'est quand même que ces idées, elles se réalisent, qu'on les porte au niveau politique. Alors, par exemple, nous avons porté, ATTAC par exemple, a porté la taxation des transactions financières. Ça a été repris par le Parti socialiste, par d'autres partis de gauche. C'est extrêmement important, ça fait partie de la vie démocratique. Et ça nourrit le débat public. Oui, Perrine. Est-ce que le parti majoritaire peut aussi s'opposer du coup à la politique de l'exécutif? Je prends l'exemple par exemple d'une affiche du Parti socialiste pour un meeting européen jeudi soir. Le slogan c'est « L'austérité est une erreur ». Ça va à l'encontre de ce qu'a dit Manuel Valls à Berlin cette semaine. Il s'est engagé à tenir les 3% de déficit public d'ici 2015. Comme le gouvernement ne parle pas d'austérité publiquement, on peut encore dire que c'est la même. Oui, on joue sur les mots. Mais par ailleurs, mais enfin, c'est quand même deux lignes un peu différentes. Le gouvernement ne parle pas d'austérité, jamais. Mais vous avez de faire une campagne européenne sur l'austérité est une erreur, c'est le slogan choisi par le Parti socialiste. Oui, mais et d'avoir le gouvernement qui s'engage sur une ligne de rigueur qui est souligné par Perrine Tarnaud. Non mais Perrine a raison de souligner qu'il y a des contradictions qui existent au sein d'une formation comme le Parti socialiste. Ou alors on laisse faire le Parti socialiste sur cette question. Non, mais simplement, on a aussi des partenaires, on est dans l'Union européenne. Est-ce que le Parti socialiste soutient l'alpha et l'oméga des politiques décidées à la Commission de Bruxelles, c'est-à-dire l'austérité? La réponse est non. Si vous regardez par exemple ce qui se passe en Italie, c'est tout à fait intéressant. Il y a une Italie qui a fait ses réformes de structure et qui maintenant demande que la Commission européenne joue son rôle, qu'il y ait un plan d'investissement, que la BCE change sa politique. Et dans des systèmes encore plus contraints que le nôtre, je pense à l'Allemagne, où le SPD est en coalition avec la CDU, donc on pourrait dire, finalement, à quoi ça sert tout ça? C'est embrassons-nous Folleville. Eh bien, on a imposé un SMIC qui est maintenant un SMIC européen. Donc les marges de jeu, elles existent. Il y a des contradictions. Et le rôle de la politique, c'est de les dépasser. Il y a des contradictions à l'échelle de l'Union européenne. Il est normal qu'au moment des européennes, ces contradictions se manifestent. Sinon, ça voudrait dire que tous les partis de gouvernement se pointent avec le même programme qui est de soutenir la Commission. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, donc. Vous voyez d'un côté, nous, on demande un SMIC européen, de l'autre, l'UMP demande un SMIC jeune. C'est pas tout à fait la même chose. C'est bien ça, ce qui a demandé un SMIC jeune. Avant de poursuivre le débat, regardez, je vous propose, on va voir justement, est-ce que, François Calfon, écoutez-moi, est-ce que les partis représentent encore aussi les militants? Ça, c'est la question. Voilà, je vous la pose justement avant de lancer l'enquête et le sujet. Est-ce qu'il y a de plus en plus justement de partis de cadres très largement structurés par des élus locaux? Où sont les racines finalement du parti? Est-ce qu'elles sont bien plantées dans la société aujourd'hui? Non, il y a une déconnexion terrible entre les partis politiques qui sont des fabriques de cadres et la société. Il y a des primaires qui sont organisées parce qu'il y a une exigence de la société de rentrer dans le processus. On ne veut pas laisser les partis décider seuls de qui sera candidat. Il y a une exigence de la société d'être associé à cette prise de décision. Mais enfin, et puis par ailleurs, vous êtes déconnecté. Les primaires aux partis politiques, ça me paraît être un raccourci. C'est typiquement la crise des partis politiques, c'est la primaire. Qui a organisé la primaire? C'est le Parti socialiste. Parce que vous n'avez pas le choix si vous voulez reconnecter avec la population. On a eu 3 millions, tout le monde a rigolé quand on a organisé les primaires, on a eu 3 millions et demi de votants. La deuxième chose, quand on parle de déconnexion des partis politiques, il faut être un tout petit peu sérieux. Vous êtes déconnecté. Le débat européen, le vrai débat dont les Français veulent parler, laissez-le répondre. Soit on essaie de répondre. Alors, êtes-vous déconnecté? C'était sa question. Un parti politique, c'est d'abord des territoires. Alors, bien évidemment, le militant, dans la vision qu'on avait idéalisée du Parti communiste, c'est une figure qui n'existe pas ou plus, qui n'a jamais existé en réalité en France, sauf au PC, un peu au Front National. Mais en ce qui concerne le Parti socialiste, il existe au Front National. Oui, un petit peu, mais pas tant que ça en réalité. Regardez le nombre de listes qu'ils ont été capables de déposer, pas tant que ça. Je dis que sur le terrain, les élus locaux, c'est un véritable maillage qui est très important, et c'est même un filet social, un bouclier social, parce que les autres institutions. Mais justement, regardez, on va voir si tout cela est vrai. On va voir cette enquête de Mounir Soussi et voir aussi si les partis génèrent encore des idées. Regardez l'enquête de Mounir Soussi.
Ils veulent le pouvoir, que ce soit le PS ou que ce soit l'UMP, ils veulent le pouvoir, ne pas le donner à d'autres. Et puis je pense qu'on a essayé le Parti Socialiste, on a essayé la droite, ça n'a pas fonctionné. Ce constat au lendemain des municipales en dit long sur l'image des partis de gouvernement. Ces électeurs ne font plus la différence entre droite et gauche. Les scrutins se suivent et les solutions proposées se ressemblent. Dans la bataille électorale, les élus peinent à renouveler leur discours. Alors les partis politiques, comme un peu le reste de la société, sont en panne d'idées, en comprenant bien que la recherche d'idées, c'est une des fonctions, mais ce n'est pas la seule fonction des partis politiques, puisque les partis sont de plus en plus des machines électorales. Les partis ne sont plus là pour réfléchir, mais pour agir. Alors, les idées germent à l'extérieur. Fondations, think tank, clubs de réflexion abreuvent les élus de rapports et de notes. Le défi, savoir se saisir des thèmes porteurs et les populariser, comme l'a fait Ségolène Royal en 2007 avec la démocratie participative. À l'époque, Benoît Thuellin avait réussi à importer les usages d'Internet dans la campagne présidentielle. Les partis politiques aujourd'hui, à mon avis, ne sont pas à l'avant-garde de la société. Je vous dirais même que quelquefois, on a plutôt l'impression que les partis politiques courent derrière les évolutions de la société et que justement, si on veut qu'un parti politique ne soit pas en panne d'idées, il faut que ce parti soit capable de se connecter à des think tanks, à des innovateurs sur le terrain, dans la société. Externaliser la réflexion, un groupe de trentenaires de l'UMP s'y refuse. À la tête de la boîte à idées, ils ont réussi à convertir le parti aux primaires en vue de la présidentielle de 2017. Leur credo, peser de l'intérieur. L'originalité de notre démarche, c'est d'abord effectivement de croiser les compétences, qu'elles viennent du secteur privé ou du secteur public, et qu'ensuite nous sommes transcourants. Donc nous répondons aux commandes des uns et des autres. Ce que nous souhaitons faire par notre travail, c'est effectivement d'infuser auprès des différentes personnalités qui composent l'UMP. Pendant que l'UMP et le PS tentent de se renouveler, d'autres partis s'engouffrent dans l'espace laissé vide. La progression du Front National aux dernières municipales repose en partie sur sa capacité à imposer des nouveaux thèmes et des solutions inédites. Alors voilà, cette enquête de Mounir Soussi a fait beaucoup réagir sur ce plateau. Je vais vous donner la parole tout de suite. Juste Henri Sterdyniak, parce qu'on écoutait dans ce sujet Finkelstein qui disait, Finkelstein, réfléchir ou agir pour un parti politique. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est le cas? C'est un peu ça, c'est-à-dire effectivement lorsqu'on est dans l'opposition, c'est l'occasion de réfléchir, c'est l'occasion de se ressourcer, c'est l'occasion de récupérer auprès des intellectuels, des think tanks, des experts et également de la population un certain nombre d'idées qu'on mettra en œuvre lorsque on sera au gouvernement. Et la capacité d'un parti politique, c'est quand même de réussir à refléter un certain nombre d'évolutions de la société, etc. Alors justement, etc. quels sont les thèmes porteurs? Où est le renouvellement du discours aujourd'hui? Est-ce que vous, en tant qu'économiste, sur des thèmes... On a vu que Pierre Gattaz, aujourd'hui, a fait une proposition polémique, mais c'est quand même une proposition qui est sur la table. Est-ce qu'aujourd'hui, le PS, l'UMP, puis d'autres partis sont émetteurs, générateurs comme ça d'idées, de propositions? Peut-être pas aussi polémiques. Oh, mais il y a des propositions. On a vu par exemple, prenez par exemple la campagne du PS. Il y a quand même eu l'idée Montebourg produisons en France. Il y a eu l'idée sociale, le mariage pour tous. Qui était une idée de Bérou. Il y a eu l'idée le mariage social, mariage pour tous. Il y a eu donc l'idée de François Hollande et d'un certain nombre d'intellectuels disant il faut un impôt citoyen, qui était une idée importante. Il y a eu l'idée aussi, notre ennemi c'est la finance. Il y a quand même des idées fortes qui ont émergé dans le débat. Et en sens inverse, on va voir l'UMP sans doute actuellement qui sont en train de se ressourcer, qui vont nous proposer sans doute peut-être un programme beaucoup plus libéral, disant il faut renoncer à des pans importants du modèle social européen. Et c'est important, je pense que les partis doivent refléter ces débats et que la politique, c'est un choix entre des idées et non pas des primaires basées surtout sur la tête des gens. Ouais, moi je pense que c'est peut-être un peu facile d'accuser les partis politiques d'immobilisme et de dire qu'il n'y a plus de débat d'idées au sein des partis politiques. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi le reflet de l'impossibilité pour la société, pour les Français finalement, de se réformer? Est-ce qu'ils ne sont pas le reflet des crispations qui existent dans la société et qui fait que finalement il y a des lignes qui ont beaucoup de mal à bouger? Quand on parle par exemple de la réforme territoriale,
salariale, puisque c'est le sujet qu'a remis sur le tapis la semaine dernière Manuel Valls. Effectivement, les élus se crispent sur la question, mais aussi les Français. Dès qu'on organise un référendum, que ce soit en Alsace, en Outre-mer ou en Corse, les Français finalement disent non, ok, moi je suis d'accord pour que la Basse et la Haute-Normandie se réunissent, mais chez moi en Alsace, non, surtout pas, on n'y touche pas. Donc vous pensez qu'il y a des lourdeurs, des crispations dans la société qui peut-être aussi et que les partis ont un peu de mal à renverser la table. Dans un pays de tradition catholique, et monarchique, il faut de l'incarnation. Donc il n'y a pas les idées comme ça qui seraient dans la stratosphère et les hommes qui seraient séparés. Quand vous regardez les grandes campagnes électorales, les grands mouvements, souvenez-vous, Chirac a été élu dans son Pax avec Emmanuel Todd sur la fracture sociale. Ça a été une idée qui a structuré un septennat. Il y a eu quand même tout un mouvement de rénovation de la social-démocratie à l'époque autour de Dominique Strauss-Kahn. Et finalement, François Hollande en a repris le logiciel sur l'idée que la République n'était plus intégratiste, n'était plus une promesse et qu'il fallait donc ce qu'on appelle l'égalité réelle, c'est-à-dire corriger les inégalités à la racine, qui a permis les conventions ZEP, Sciences Po, etc. Au sein de cette famille, je voyais Gilles Finkelstein qui est un ami, on a eu un vrai débat stratégique sur la question de savoir si la gauche devait gagner en abandonnant les catégories populaires, avec une nouvelle alliance entre les minorités et les centres-villes. Moi, je prenais avec mon ami Laurent Baumel l'inverse, c'est-à-dire qu'en réalité, il fallait un approfondissement, que la gauche était toujours là pour finalement servir les catégories populaires. Ça a servi le concept de Made in France. Donc les débats traversent encore les partis mais à chaque fois incarné sur des lignes stratégiques, sur des élections majeures que sont les élections présidentielles. On est d'accord sur un point, c'est le mot d'incarnation. C'est important. Voilà, la forme du parti, elle est en train d'être dépassée par les micro-partis qui se multiplient à droite comme à gauche. C'est-à-dire que les gens veulent bien donner de l'argent et s'investir pour une personne en particulier, mais pas forcément pour une. C'est vieux comme la 5e République et De Gaulle. C'est nouveau dans la forme et dans l'ampleur sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les débats se sont aussi beaucoup émiettés sur les réseaux. C'est la primaire. Et tout ça fait que la forme en elle-même du parti auquel les gens ne croient plus, auquel les gens n'adhèrent plus, et ça c'est un vrai problème. Vous ne pouvez pas diriger la France avec 177 000 personnes, en gros. Enfin, si on devait se faire l'inventaire du nombre de gens qui en campagne, ou dans les syndicats, vous verriez que cette fois-ci, c'est moi qui peux terminer. Vous avez des machines électorales qui se mettent en place au moment des campagnes et qui vont chercher bien au-delà du territoire politique, pas le cas aussi comme Sarkozy l'a fait en 2007. Aux États-Unis, finalement. Oui, on est en train d'adopter le modèle américain. C'est ce que je dis. Je ne suis pas en train de condamner les partis à mort par goût personnel. C'est juste que la forme historique du parti en France, elle a vécu et qu'on va vers un autre modèle. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est la réalité. Je viens vous dire, parce que vous vivez dans un mythe du parti de masse qui n'a pas existé. Ça n'a jamais existé. Le Parti socialiste d'Épinay, si vous en regardez les effectifs, il y a des hauts, il y a des bas. 71. Oui, mais d'accord, mais attendez. Il y a des hauts, il y a des bas, mais les effectifs, on ne peut pas dire qu'ils aient décru depuis. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des cycles. Mais le parti de masse, version parti communiste, qui est une sorte de mythe du parti ouvrier, ça n'a jamais existé au Parti socialiste. C'est pas vrai. Dans une primaire, vous arrivez à avoir 3 millions de personnes. C'est ça. Oui, c'est pas rien, mais c'est ça la solution. Sur ce Parti socialiste qui s'américanise. Effectivement, on a le problème que on n'a plus de grands débats en France entre les socialistes et l'UMP. Donc, on a du mal à avoir effectivement un grand courant militant. Il reste le souvenir du Parti communiste qui aujourd'hui est un peu mythique, qui survit un peu avec le Front de gauche et avec toutes les organisations qui sont derrière. Et puis, on a le Front national qui, peut-être, et qui n'est pas un gros parti. Qui n'est pas un gros parti, mais qui est un parti, qui a des idées, qui monte, qui a des convictions fortes, qui a qui est enraciné aujourd'hui. Qui est enraciné, qui a des idées complètement fausses, mais qui a des idées, et c'est important. Et le problème maintenant, je pense à l'UMP et au Parti socialiste, c'est d'être des vrais partis, c'est d'avoir des lignes claires et de s'opposer clairement, de dire voilà, le Parti socialiste doit incarner quelque chose, l'UMP incarne autre chose. Mais aujourd'hui, je suis totalement d'accord avec cette analyse. Aujourd'hui, on est en campagne permanente. Il n'y a plus de campagne, et puis après, on arrête et on fait autre chose. Les Français ne comprennent pas ça. Et je suis désolé, mais le Front National, c'est l'un des rares à faire campagne. C'est pour ça qu'il va être devant vous, peut-être, aux élections européennes. C'est que lui, il comprend la colère par rapport à l'Europe, ou l'incompréhension et tout, et il surfe dessus. Et en ça, il est plus proche de la population française que vous. On appelait ça, dans le temps, en sociologie. J'ai fait 20 ans de militant. On ne va pas faire le débat sur le Front National, mais... Ne soyez pas inquiets. Non, je ne suis pas
inquiète, j'en fais souvent, je suis pas c'est celui qui dit inquiète. non. Mais François Calfon, je suis pas inquiète, je le dirige simplement là-bas. Je voulais vous demander quelles sont, selon vous, les fonctions aujourd'hui d'un parti politique classique. Il y a la fonction des élections, et je ne veux pas non plus faire Trois fonctions, les élections, d'accord, ou peut-être plus d'ailleurs. La ligne politique. Et puis la gestion aussi des responsabilités locales ou nationales. C'est-à-dire que quand on regarde les enquêtes du Cevipof sur toutes ces institutions qui rentrent en crise, vous allez voir que, contrairement à une vision finalement un peu rapide, quelle est l'autorité dans ce pays qui est encore la plus respectée? C'est le maire, 67% des Français. Les partis, seulement 10%. Mais les maires sont souvent adhérents à les partis. Vous avez raison là-dessus. Bien sûr. Mais donc, voilà, il faut faire son marché dans ce qui est en crise, effectivement, et qu'il faut modifier. Et puis, ce qui est constitué encore un socle dans la société, il n'y en a plus tant que ça. Les partis politiques peuvent avoir aussi, notamment le parti majoritaire vis-à-vis de l'exécutif, un rôle de courroie de transmission, de pédagogie pour expliquer. C'est ce qui a manqué quand même au gouvernement Ayrault. Le Parti socialiste aurait pu expliquer sur le terrain un petit peu, faire de la pédagogie sur les mesures prises par le gouvernement Ayrault et maintenant sur le gouvernement Valls, et puis faire aussi remonter du terrain aussi l'état d'esprit et l'état des lieux. Et ça n'a pas été suffisamment fait. Pourquoi renoncer à cette fonction tribunicienne? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une fatalité? Est-ce que vous laissiez Marine Le Pen être meilleure que vous? Il n'y a pas de fatalité. Non, mais c'est l'exercice du pouvoir, ce qui nous sépare. Oui, mais le Parti Socialiste, vous n'êtes pas au pouvoir, vous êtes quelque chose de différent. Mais vous parlez du Front National. Le Front National n'a pas... je vous parle de Front National n'a pas exercé le pouvoir, d'accord? Oui, mais donc à partir de là... Ils ont autre chose, ça. Ils ont une empathie avec la population que le PS pourrait avoir. Au lieu de... J'en ai d'accord que le gouvernement ne peut pas être en empathie. Il faut pas... C'est une vision un peu rapide. Empathie pour une certaine partie de la population. Regardez ces émissions de télévision. Ce que dit Perrine, ce que vous dites, je pense qu'il faut le reprendre à son compte. Attendez, Philippe, on va une minorité aujourd'hui. Il faut le reprendre à son compte. Moi qui ai fondé la gauche populaire, l'idée c'est quand même que on dirige pour les gens, qu'on doit avoir une certaine fidélité à la feuille de route qu'on donne et refaire monter la parole populaire et cette désapprobation collective. Là-dessus, et en cela, tous les je partis prends la sont critique. d'accord. Oui. Enfin, et c'est peut-être d'accord, mais il faut passer à l'action, quoi. L'un des défis, oui. Et passer à l'action, typiquement dans le pacte de responsabilité. secrétaire responsabilité. du Parti socialiste. Typiquement dans le pacte de responsabilité, il y a déjà 5 milliards, c'est un bon début. Il faut qu'il y ait un peu plus d'équilibre, de gagnant-gagnant, et que les salariés le pouvoir d'achat en profitent. Peut-être que vous serez d'accord pour dire que les partis politiques, il faut qu'il y ait quand même plus d'ouverture, qu'ils utilisent pleinement les ressources à la fois humaines et puis de la modernité technologique. Et je voulais vous soumettre cette enquête dans le Nouvel Observateur. Donc je vous cite les premières lignes. Tournant le dos à un système politique qui, à leurs yeux, a échoué, les oligarques du net projettent de créer des micro-États pour y instaurer une nouvelle civilisation à leur image, riche, technologique et libertarienne. Enfin, encore. Ça m'appelle la une de Libération sur les drogues qu'on peut consommer avec modération. C'est après que... Je me souviens qu'il y a 5 ans, tout le monde trouvait formidable un univers qui s'appelait Second Life. Alors tout le monde en parlait, tout le monde avait son avatar sur Second Life. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et vous prenez donc pas au sérieux ce genre d'enquête? Non, je ne prends pas au sérieux les micro-partis. Les micro-partis sur Internet, je ne prends pas trop au sérieux. Plus d'ouverture, il ne faut pas être étouffé, il faut, pour reprendre la fameuse expression, ouvrir la porte et les fenêtres. Le web politique, c'est quand même l'un des moteurs essentiels du web. Donc l'opinion politique, d'ailleurs, jusqu'à la folie ou au baroque, s'exprime énormément sur Internet. Donc je pense que de ce point de vue-là, les partis sont pas en arrière. Donc Henri Serdignac, les partis ont encore de l'avenir. On peut l'espérer. Le problème, c'est que bien sûr, on est dans un monde extrêmement individualiste. Donc c'est très dur pour les militants de se dévouer à un parti comme c'était le cas il y a une trentaine, on n'est plus dans la dévotion, c'est sûr. Dans une quarantaine d'années, c'est différent. Il y a beaucoup trop d'ambition personnelle dans les partis qui nuisent au débat, d'idées. Et là, c'est quelque chose de préoccupant. Mais je pense que la forme parti, c'est quand même l'émanation première de la démocratie. Voilà, avec peut-être de nouvelles formes à réinventer et à venir. Nous verrons ce que fera le Parti socialiste. C'est son premier secrétaire désigné aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été les invités de notre débat. Merci à vous de nous avoir suivis. On arrive à la fin de ce journal. Tout de suite, c'est l'émission Politique Preuve par 3 avec comme invité Jean-Vincent Placé. Je vous dis à demain avec plaisir. Belle et douce nuit à vous.